Bien, bonjour à ceux que j'ai vus ce matin. Alors, cet après-midi, je voudrais commencer par corriger deux petits trucs, puis après, je vais finir le chapitre sur les espaces euclidiens. Commençons par l'exercice 1 sur la feuille avec les matrices, parce qu'il y a trois groupes où je ne l'ai pas terminé. Il y a un groupe où je l'ai terminé, mais peut-être un petit peu rapidement. Donc, je vais le reprendre. Et donc, correction de l'exercice 5 concernant les matrices, il fallait calculer la distance de la transposée de f à h. Donc, je vais reprendre ça. D'accord? Alors, je reprends l'énoncé. Donc, c'est un produit scalaire, il n'y a pas de problème. H, donc on a une matrice F. F, c'est la matrice 1, 0, 1, 2. H, c'est l'orthogonale de F. Et je rappelle, le produit scalaire, A scalaire B, c'est la trace de transposée de A fois B, et on a vu que c'était finalement la norme usuelle sur R4. Voilà. Donc, H, on va préciser H, c'est l'ensemble des matrices A, B, C, D, telles que A, B, C, D scalaire 1, 0, 1, 2 égale 0. Donc, c'est l'ensemble des matrices A, B, C, D, telles que A plus C plus 2D égale 0. C'est un hyperplan, dimension de H égale 3. Il n'y a pas de souci, on reconnaît tout de suite la dimension, on reconnaît tout de suite un hyperplan, donc on a bien dimension 3. On va prendre une base. Alors, E1, on peut prendre comme matrice E1, 1, 0, moins 1, 0. On a bien A plus C plus 2D égale 0. Ensuite, E2, 1, 0, 1, moins 1. On a bien A plus C plus 2D égale 0. Et E3, 0, 1, 0, 0. A plus C plus 2D égale 0. Donc, on a une base. Alors, on peut remarquer en plus que E1, produit scalaire, E2, si je calcule le produit scalaire, ça fait 1 plus 0, moins 1 plus 0, ça fait 0. On peut regarder, on peut remarquer que E1 scalaire, E3, ça fait 0. Et que E2 scalaire, E3, ça fait 0. Donc, on n'a même pas besoin d'orthogonaliser, c'est une base orthogonale de H. La norme de 1 au carré, c'est 2. La norme de 2 au carré, c'est 3. Et la norme de 3 au carré, c'est 1. Bien, donc on a H, qui est l'orthogonale de F, donc F. Voilà. Et on nous demande, on a donc la transposée. Je la place là, parce que je ne sais pas où je la place, mais enfin bon, on a la transposée, et on nous demande de calculer la distance de la transposée de f à h. Autrement dit, on nous demande
ça c'est PH de la transposée de F, et on nous demande de calculer D. D'accord? D'après Pythagore, D au carré, c'est la norme de la transposée de F carré moins la norme de la projection sur H de transposée de F au carré. La transposée de F, c'est la matrice 1, 0, 1, 2. Et donc, ça, la norme de la transposée de F au carré, c'est 6. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Bien, alors on va calculer pH de la transposée de F, formule de la projection orthogonale, transposée de F, E1, E1 sur norme de 1 au carré, plus transposée de F, E2, E2 sur norme de 2 au carré, plus transposée de F, E3. Alors attendez, c'est pas une parenthèse là que je gomme. Il est où mon crayon? Voilà. Transposée de F, E3, E3 sur norme de 3 au carré. Et donc, la norme au carré de la projection de la transposée de F, la norme au carré, c'est la somme des carrés des composantes dans une base orthonormale. Donc, c'est transposée de F, E1 au carré sur la norme de 1 au carré, plus la transposée de F, E2 au carré sur la norme de 2 au carré, plus la transposée de F, E3 sur la norme de 3 au carré. D'accord? On va calculer ces trois produits scalaires. Transposée de F, E1. Transposée de F, E1, c'est donc 1, 1, 0, 2, scalaire E1, 1, 0, moins 1, 0. Donc on obtient 1 plus 0 plus 0, donc ça fait 1. Transposée de F, E2, le produit scalaire, transposé de F, 1, 1, 0, 2, scalaire, E2, 1, 0, 1, moins 1. Le produit scalaire, il est donc égal à 1, moins 2. Transposé de F, scalaire 3, 1, 1, 0, 2, scalaire E3, 0, 1, 0, 0, égal 1. Donc ça donne, ici je remonte, transposé de F1 au carré, 1 sur 2, plus transposé de Fe2 au carré, 1 sur 3, plus 1, égale sur 6. 6 et 3, 9 et 12. Voilà. En sixième. Et puis, j'ai oublié de calculer la norme de F au carré. Ben non, elle est là, elle est égale à 6. Autrement dit, D2, c'est 6 moins la norme au carré en sixième, égale 25 sixième. Voilà la distance au carré. D égale 5 sur racine de 6.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Alors maintenant, je vais corriger la matrice. Il y avait une matrice à étudier. Il y avait une matrice à étudier. Nature. Ouais, c'est ça. Nature d'une matrice. Alors, page. C'est bon. Donc, on avait la matrice M, 1 neuvième, 2, 8, moins 1, moins 4, moins 1, 8, moins 4, moins 4, moins 4, moins 7. M, c'est matrice de F dans une base B. B, on va supposer donc IJK, une base orthonormale. Bon, si on a besoin d'un angle, on rajoutera direct. D'accord? M, c'est 3 colonnes. C1, C2 égale C1, C3 égale C2, C3 égale 0. Hein, moins 8, moins 8 plus 16, moins 32 plus 4 plus 28, et 4, moins 32 plus 28. Donc voilà, on a bien 0. Et puis C1, C1 égale C2, C2 égale C3, C3 égale 1. Donc M appartient à O de 3R, l'ensemble des matrices orthogonales de taille 3. F est une isométrie de R3, puisque c'est la matrice. C'est une matrice orthogonale, donc c'est la matrice de F dans une base orthonormale, donc F est une isométrie. Voilà. Tout ça, c'est du cours. On sait que le déterminant de F, c'est plus 1 ou moins 1. Calculons le déterminant de F ou de M. C'est donc 1 sur 9 au cube. 8. Alors, je remplace C1 par C1 plus 8 C2. 0, 63, moins 36. Et je remplace C3 par C3, moins 4 C2. 0, moins 36, 9, égale 1 sur 9 au cube, que multiplie plus, moins, donc ça fait plus 63 fois 9, moins 36 fois 36. Donc je peux mettre 9 au carré en facteur. Facteur de 9, 7 moins 16 égale moins 1. Donc, on a une isométrie négative. D'accord? Ça va pour tout le monde? Évidemment, il y a trois groupes qui ont vu ça ce matin, donc pour eux, c'est facile, mais voilà ce qu'il y avait à faire. Ça veut dire que F est une réflexion plane ou une symétrie rotation. D'accord? Pour cela, pour savoir laquelle des deux, on va chercher les invariants. Les invariants, on va résoudre mx égale x.
on trouve x plus y plus 4z égale 0. D'accord? Dimension 2. On sait qu'on doit trouver, quand on a une isométrie négative, on sait qu'on doit trouver des invariants soit de dimension 2, et alors à ce moment-là, on a une réflexion plane, soit pas d'invariant, et on a une symétrie rotation. On trouve dimension 2, donc F est une réflexion plane. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Bien, donc on va écrire la matrice dans une base orthonormale. On va considérer C, U, V, W, base orthonormale, avec VW, base orthonormale du plan, donc de plan P. Base orthonormale de P. Donc, U, il appartient à P orthogonal. Donc, on va prendre U, 1, 1, 4. D'accord? La norme de 1, 4, 18. Racine de 18. 3 racines de 2. Donc, 1 sur 3 racines de 2, 1 sur 3 racines de 2, 4 sur 3 racines de 2. D'accord? Bien. Maintenant, on va prendre V 1 moins 1, 0, par exemple, divisé par sa norme. Voilà. Et puis, on va chercher un vecteur W qui appartient au plan et qui est orthogonal à V. Autrement dit, on va prendre W, A, B, C, avec A plus B plus 4C égale 0, et orthogonal à V, A égale B. Donc, on a 2A, A plus 2C égale 0, et A égale B. Donc, on va prendre comme vecteur W, A égale moins 2C, donc 2, 2, moins 1. Il est bien orthogonal à V, et il est bien dans P. La norme, 4 et 4, 8 et 1, 9. Donc 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. P, la matrice de passage de B à C, c'est UVW. M' mat de F dans C, bah, on a le plan d'invariant, et puis sinon, l'orthogonale, bah, on sait que moins 1 est valeur propre. C'est le cours. D'accord? M' égale P-1 MP, mais comme P est une matrice orthogonale, transposée de P, MP. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est très bien compris, tout ce qui vient d'être fait au tableau là? On a une réflexion plane. C'est-à-dire que vous avez le plan P, un vecteur X, f de x. D'accord? Ça va pour tout le monde? Bien. Le cours, il est plus très long à terminer, là, mais je vais continuer à vous donner deux petits exercices. Là, un petit exercice, mais avec 3 questions. Est-ce que je peux changer de page?
Oui? Alors, exercice. On est dans un E euclidien. Ben, on va prendre R3, pardon. On va se placer directement. Voilà. Donc, B, IJK, une base orthonormale directe de R3. A, un vecteur unitaire, ça veut dire normé de R3. Reconnaître l'application F de points de R3 dans R3 qui à X associe X moins 2 X scalaire A. A. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette application? À vous. Et après, j'en aurai deux autres applications. Mais déjà, vous reconnaissez, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette application? Quand on dit qu'on est dans un espace euclidien usuel, R3, c'est le produit scalaire usuel. Quel produit scalaire voulez-vous utiliser? Il n'y en a pas d'indiqué. J'avoue, je ne comprends pas trop la question, on utilise quel produit scalaire, parce qu'il n'y en a pas d'indiqué, ça veut dire que c'est le produit scalaire usuel.
Bien, est-ce que vous avez reconnu F? On va se donner une base, soit c'est une base A, B, C, base orthonormale avec donc BC, base orthonormale de A orthogonale. D'accord? Qu'est-ce que c'est que F de A? Et puis on va écrire la matrice ensuite de F dans la base ABC. Si je calcule F de A, ben ça fait A moins 2 A. Ça fait donc moins A. Si je calcule F de B, ça fait B moins 2 B A. Ça fait donc B. Et si je calcule F de C, ça fait C moins 2 C A, ça fait C. Autrement dit, math de F dans C, c'est moins 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. F est une réflexion plane de plan orthogonal. Voilà. D'accord? Est-ce que ça va, ça? C'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, si on prend G égale moins F, G égale moins F, autrement dit G de X, 2XA, A moins X, bien, la matrice de G dans C, on va avoir 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, isométrie positive, donc ça c'est une rotation d'angle pi, c'est ce qu'on appelle un demi-tour. C'est un demi-tour d'axe RA. Donc, RA, X. Voilà, alors on a on va d'abord tracer mince. Hop. Donc F, c'est réflexion plane. F de X. D'accord? Et puis sinon, qu'est-ce que c'est que G de X? Eh bien, G de X, vous l'avez là. Ça, c'est un demi-tour d'angle pi. Voilà. C'est moins F. Donc l'expression analytique, c'est X moins 2XAA pour la symétrie et 2XAA moins X pour le demi-tour. D'accord? Alors, je change de page et une autre. Pardon? Oui. Eh bien, parce qu'il y a des invariants, il y a des invariants de dimension 2. Voilà.
il y a des invariants de dimension 2. Donc, c'est une réflexion plane. Mais une réflexion plane, c'est un type particulier de symétrie-rotation. C'est une symétrie-rotation simplement avec un angle 0. Voilà. Parce qu'on a cosinus θ qui vaut 1, sinus θ qui vaut 0. Donc une réflexion plane, c'est un cas particulier de symétrie-rotation. Avec un angle 0. J'aurais pu dire, mais bon, je préfère le dire comme je l'ai dit, mais j'aurais pu dire qu'il n'y a que deux types d'isométrie, les rotations et les symétries-rotations. Sachant que les réflexions planes sont des cas particuliers de symétrie-rotation. Mais je préfère classer en fonction des invariants. Voilà. Donc là, on a des invariants de dimension 2, donc c'est une réflexion. D'accord? Alors, je change de page. Et une dernière application, il y a les mêmes hypothèses, mais en plus, on a θ1 réel. Reconnaître l'application f de x égale xaa x moins xa a cosinus θ plus sinus θ à vectoriel x. Donc, on se place comme dans l'exercice précédent. Cette fois, oui, c'est une base orthonormée directe. Autrement dit, elle est orientée par le produit scalaire, I vectoriel J donne K. Donc là, on va se donner la même chose qu'ici, mais avec ABC, base orthonormée directe. Avec donc BC, une base de orthogonale, et A vectoriel B donne C. Voilà. Donc écrivez la matrice dans ABC. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, mat de F dans C. On calcule F de A, F de B, F de C.
Ça y est, vous avez terminé? Vous avez écrit la matrice? C'est fini ou pas? Bon, j'ai pas de réponse. Alors, on va la remplir au fur et à mesure. On va calculer f de a. F de a, c'est a plus a moins a cosinus θ plus sinus θ, a vectoriel a. Bon, ça fait le vecteur nul. Ici, on a a, ça fait 1 puisque le vecteur est unitaire. Donc ça fait aussi le vecteur nul. Et donc, ça fait a. Donc première colonne, 1, 0, 0. F de B, B, A plus B moins B, A cosinus θ, plus sinus θ, A vectoriel B. BA, ça fait 0. Donc il reste B cosinus θ, et A vectoriel B, c'est C, plus C sinus θ, donc 0 cosinus θ, sinus θ, et on va calculer f de C, c'est A plus C moins CA A cosinus θ, plus sinus θ, A vectoriel C, égale CA, ça fait 0, donc il reste C cosinus θ, et puis A vectoriel C, c'est moins B. Donc égale 0, mince. 0, moins sinus θ, cosinus θ. Donc ça, c'est rotation. On a orienté l'espace, donc d'angle θ autour de RA, orienté par A. Voilà l'expression elliptique d'une rotation. Est-ce que vous avez des questions? Et du coup, ici, monsieur, on peut pas trouver θ. Ben non, mais c'est l'expression générale, c'est comme dans le cours, on n'a pas trouvé θ, on a donné une rotation d'angle θ, c'était forcément en fonction de θ. Ok, mais à la fin, là, on ne cherche pas θ. Mais on ne peut pas le trouver. On peut le trouver, ok. Comment voulez-vous trouver? On vous donne θ, c'est un réel qui est donné. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Je change de page et on va voir la dernière partie de ce chapitre. Endomorphisme. Symétrique. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme symétrique? Donc, on commence par la définition. Soit F, un endomorphisme 2, donc on va se donner E espace euclidien.
Je rappelle que c'est un espace de dimension finie, muni d'un produit scalaire, et on se donne F un endomorphisme de E. On dit que F est un endomorphisme symétrique si et seulement si. Définition, donc c'est plutôt si, pardon, je n'aime pas mettre des si et seulement si dans des définitions, puisque ce sont des définitions. Donc logiquement, il n'y a pas besoin. Donc si, deux points. Quels que soient deux vecteurs, quel que soit xy appartenant à E2, quels que soient deux vecteurs que l'on se donne, eh bien f de x scalaire y, c'est égal à x scalaire f de y. Bon, ça ne parle pas beaucoup, mais on va voir petit à petit une autre façon de l'écrire, puis vous allez voir qui est plus naturel, et puis surtout ce qu'on va en déduire. Donc voilà, f un endomorphisme symétrique. La première chose qu'on va essayer de montrer, c'est que l'ensemble des endomorphismes symétriques, c'est un sous-espace vectoriel. Donc on va d'abord notons S de E, l'ensemble des endomorphismes symétriques de E. Voilà. Donc on va... La question, évidemment, qu'on se pose, c'est quand on ajoute des endomorphismes symétriques, est-ce qu'on a encore un endomorphisme symétrique? Et puis, si on multiplie un endomorphisme symétrique par alpha, est-ce qu'on a encore un endomorphisme symétrique? Donc, on va se donner soit alpha 1, alpha 2 donc deux éléments de S de E, et alpha 1, alpha 2 de réel. Question, alpha 1, F1 plus alpha 2, F2, est-ce que ça appartient à S2? D'accord? Voilà. Donc, on se donne XY, quel que soit XY appartenant à E2, on va calculer alpha 1, F1 plus alpha 2, F2 de X, scalaire Y. Bon, ben ça fait alpha 1, F1 de X, plus alpha 2, F2 de X, scalaire Y. Ça fait donc alpha 1, F1 de X, Y, plus alpha 2, F2 de X, Y, puisque le produit scalaire, c'est linéaire par rapport aux deux variables. Comme F1 est symétrique, ça fait alpha 1, X, F1 de Y. F2 est symétrique, X, F2 de Y. Et puis, c'est linéaire par rapport à la deuxième variable. Je recolle les morceaux. Alpha 1, F1 de Y, plus alpha 2, F2 de Y. Et donc, X, alpha 1, F1, plus alpha 2, F2 de Y. Qu'est-ce qu'on en déduit? Dites-moi ce qu'on en déduit. S de E est un sous-espace vectoriel de L de E. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des endomorphismes. D'accord? C'est bon pour tout le monde? S de E, c'est donc un espace vectoriel. Est-ce que je peux changer de page? J'ai pas entendu.
Est-ce que je peux changer de page? Non, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Bien, alors on change de page. Hop. Alors maintenant, on va essayer de caractériser les matrices des endomorphismes symétriques dans des bases orthonormales. Donc maintenant, je me donne soit F, un endomorphisme symétrique, B, une base orthonormale de E, M égale AIJ égale mat 2F dans B. X a un vecteur de E, X, les composantes de X dans B. Donc j'écris pas de la même façon le vecteur et ses composantes. Y, un vecteur de E, Y, ses composantes dans B. F appartient à S2. Mince, c'est pas elle. Ben, si et seulement si, f de x, y égale x, f de y. Si je passe aux composantes, ça fait mx, y égale x, my. Rappelez-vous comment on a écrit un produit scalaire dans une base orthonormale. C'est transposé du premier vecteur fois le deuxième. Autrement dit, s'il y a seulement si transposé de mx, y égale transposé de x, my. Si et seulement si, j'enlève les parenthèses. Transposé de mx, c'est transposé de x, transposé de my égale transposé de x, my. Voilà, donc pour l'instant, ce qu'on a montré, c'est que f était symétrique si et seulement si pour tout vecteur xy, transposé de x, transposé de my égale transposé de x, my. Alors évidemment, je ne simplifie pas par des vecteurs, il n'y a pas de division dans les vecteurs. Mais ce qu'on en déduit, c'est que quel que soit EI, EJ, je vais plutôt prendre des indices plutôt que des vecteurs, quel que soit IJ appartenant à un n au carré, eh bien, on a transposé de I, transposé de M, EJ, égale transposé de EI, M, EJ. Rappelez-vous, une matrice transposée, je la note souvent comme ceci, A'Ij, avec A'Ij égale AJI. Et donc ça, quand on fait le calcul, je vous laisserai le vérifier parce que c'est immédiat. Eh bien, on a A'Ij égale AIJ, puisque quand on fait le produit, on obtient AIJ. Et donc, quel que soit IJ,
appartenant à un n, AJI égale AIJ. Ça veut dire que M égale transposé de M. Autrement dit, un endomorphisme est symétrique si et seulement si sa matrice dans une base orthonormale est symétrique. Est-ce que je peux changer de page pour qu'on note ça? Non, attendez, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Alors, je change de page. Théorème. Euclidien. F, un endomorphisme de E. Eh bien, F appartient à S de E, autrement dit F est symétrique si et seulement si la matrice de F dans une base orthonormale est symétrique. D'accord? Voilà, un endomorphisme symétrique, c'est facile à retenir si et seulement si sa matrice dans une base orthonormale est symétrique. Alors, ces endomorphismes symétriques, ils ont des propriétés remarquables. Donc, maintenant, on va voir propriétés des endomorphismes symétriques. Propriétés des endomorphismes symétriques. Eh bien, premièrement, mince. Première propriété, im de f et ker de f sont supplémentaires orthogonaux. Bien, alors qu'est-ce qu'il faut montrer? Normalement, il faudrait montrer que im de f inter ker de f c'est vecteur nul, que im de f et ker de f sont orthogonaux, et que E c'est im de f plus ker de f. Mais finalement, on n'a pas tout ça à montrer, on a une seule chose à montrer parce qu'on connaît le théorème du rang et on a déjà montré en TD que s'ils sont orthogonaux, ils sont forcément en somme directe. Donc la seule chose qu'on a à montrer, c'est qu'ils sont en somme directe. Donc soit x ouais, il faut montrer qu'ils sont orthogonaux, pardon. Oui, c'est la seule chose qu'il faut montrer. Donc, montrons que puisqu'à ce moment-là, ils seront forcément en somme directe. Bon, montrons que im de f et ker de f sont orthogonaux. Autrement dit, il faut se donner un x appartenant à im de f, soit y appartenant à ker de f, et il faut calculer le produit scalaire. Voilà. X appartient à im de f, donc il existe x0 appartenant à E tel que x c'est f de x0. Donc x scalaire y,
c'est f de x0 scalaire y. L'endomorphisme est symétrique, c'est x0 f de y. Et puis y appartient à un quart de f, donc f de y c'est 0, et donc on obtient 0. Donc on a bien im de f, quart de f orthogonaux. Alors, ça veut dire, vous vous rappelez, on l'a fait ensemble en TD, ça veut dire que im de f plus quart de f égale im de f plus quart de f. Vous vous rappelez bien pourquoi? Parce que si je prends un élément dans l'intersection, il est à la fois dans l'un et dans l'autre, ça veut dire qu'il est orthogonal à lui-même, donc c'est le vecteur nul. Et de plus, on a le théorème du rang, et d'après le théorème du rang, eh bien, dimension de im de f plus dimension de quart de f, c'est dimension de E. On a bien E égale quart de f, somme directe orthogonale, im de f. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde ou est-ce qu'il faut revenir sur quelque chose? Quand on a un endomorphisme symétrique, im de f et quart de f sont supplémentaires orthogonaux. C'est bon pour tout le monde? On continue. Est-ce que je peux changer de page? Deuxième propriété, les sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux. Voilà. Donc on va se donner x et y, x vecteur propre associé à lambda, et y vecteur propre associé à mu, avec 2 valeurs propres distinctes. Je vais calculer f de x scalaire y, eh bien c'est lambda xy, mais c'est aussi xf de y, donc c'est x mu y, donc mu xy. Donc si je fais la différence, j'ai lambda moins mu xy égale 0, donc xy égale 0. Donc quart de f moins lambda identité, et quart de f moins mu identité, eh bien, ils sont... on sait déjà qu'ils sont en somme directe, donc je vais plutôt écrire ça. On sait déjà qu'ils sont en somme directe, autrement, qui sont... Eh bien, c'est une somme directe orthogonale. D'accord? Les sous-espaces propres sont en somme directe orthogonale. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux changer de page? Pour la troisième propriété. Est-ce que vous pouvez attendre un petit peu, s'il vous plaît? C'est bon, merci. Bien. Alors, je vais la faire ici, je ne vais pas changer de page, j'ai la place. Troisièmement, si on a f sous-espace vectoriel de E,
alors son orthogonale est stable par f. Alors, il faut qu'il soit stable, pardon, j'oublie de dire qu'il est stable. Donc, soit f un sous-espace vectoriel de stable par f, alors son orthogonale est stable par f. Alors, démonstration, soit x appartenant à f orthogonale. Donc, j'ai montré qu'il est stable par f, donc montrons que f de x appartient à f orthogonale. Donc, il faut se donner, ça veut dire que f de x est orthogonale à tous les vecteurs de f. Donc, soit y appartenant à f, et on va calculer le produit scalaire f de x, y. F est symétrique, ça fait x, f de y. Or, ça appartient à f, car grand F est stable par f. Et x appartient à f orthogonale, donc ça fait 0. Donc, on a bien montré que f orthogonale est stable par f. Dernière propriété, est-ce que je peux changer de page? Je change de page. Dernière propriété, les valeurs propres de f sont réelles. En effet, donc, on va se donner f un endomorphisme symétrique. B, une base orthonormale de E. M, la matrice de f dans B. C'est une matrice réelle. Et elle est égale à sa transposée, puisque c'est la matrice d'un endomorphisme symétrique. D'accord? Soit lambda une valeur propre, de f, voilà, eh bien, lambda, bon, elle est éventuellement complexe, donc lambda appartient à C. On va montrer qu'elle est égale à sa conjuguée. Voilà. Donc, j'appelle x vecteur propre associé. X vecteur propre associé. Alors, on a mx. J'écris de la même façon le vecteur et ses composantes. Mx, c'est lambda x. Donc, je conjugue voilà. M est symétrique. M est un coefficient réel, pardon. Donc, ça fait M x bar égale lambda bar x bar. Et maintenant, je multiplie par la transposée à gauche de x. Voilà, premier résultat. D'accord? Mais d'autre part, on a transposé de x m x bar. Comme la matrice est symétrique, c'est la transposée de x transposée de m x bar. C'est la transposée de mx x bar. C'est donc lambda x transposé x bar. On vient de montrer, donc, si je rapproche, on vient de trouver deux expressions différentes. On a donc la soustraction lambda
moins lambda bar transposé de x, x bar, égale 0. Or, qu'est-ce que c'est que... Or, transposé de x, x bar, c'est la somme de i égale 1 à n des modules des composantes au carré. Et ça, c'est strictement positif, car un vecteur propre, c'est non nul. Donc, lambda égale lambda bar. Donc, quand on a une matrice symétrique, les valeurs propres sont réelles. Et là, on va énoncer le théorème qui termine ce chapitre, qui termine tout le cours d'algèbre, qui est un peu, qui est un peu l'achèvement de tout ce que vous avez fait en algèbre ces 2 années. Excusez-moi, je m'étouffe. Est-ce que je peux changer de page? Il ne faudrait pas marquer car x différent de 0. Ah, c'est différent de 0. Hop. Donc, théorème. F appartenant à S de E, un endomorphisme symétrique, alors F est diagonalisable. Ses valeurs propres sont réelles. De plus, il existe une base orthonormale de vecteurs propres. Formidable, non? Ou alors, avec les matrices, toute matrice symétrique réelle est diagonalisable. Voilà, ses valeurs propres sont réelles. Et il existe une base orthonormale de vecteurs propres. Autrement dit, la matrice qui diagonalise une matrice symétrique est orthogonale. De plus, il existe une base orthonormale de vecteurs propres. Ça veut dire que la matrice qui diagonalise une matrice symétrique est orthogonale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas à calculer l'inverse quand on fait un changement de base. On transpose la matrice qui diagonalise une matrice symétrique est orthogonale. Voilà, alors ça c'est quand même, voilà, on a fini le cours d'algèbre. Vous avez terminé toute votre formation d'algèbre. C'est le but. Voilà, toute matrice symétrique réelle est diagonalisable. Les valeurs propres sont réelles et il existe une base orthonormale de vecteurs propres. Alors évidemment, on va le démontrer, mais c'est très rapide puisqu'on a tout fait. Démonstration. Mince. Hop. On va le faire tout simplement par récurrence sur la dimension de E. Donc, on suppose sur dimension de E égale n. Donc, on sait qu'il existe une valeur propre réelle. Autrement dit, il existe lambda 1, ou je vais dire lambda n, valeur propre réelle. Xn, vecteur propre associé, vecteur normé. Eh bien, l'orthogonale de Xn, je vais mettre E, en général je prends E, donc je reprends E, pardon.
EN, vecteur propre normé associé. L'orthogonale de EN, c'est un espace de dimension n-1, stable par F, puisqu'un sous-espace propre, c'est stable. Donc, on a dit que l'orthogonale, c'était stable, on l'a montré. C'est un espace stable par F. On applique l'hypothèse de récurrence. Il existe une base orthonormale de vecteurs propres. Les valeurs propres sont réelles. Voilà. Et donc, on a terminé. Donc, il existe E1, En-1, base orthonormale de vecteurs propres, avec lambda 1, lambda n-1, pardon, c'est moins 1. Valeur propre réelle associée. Et donc, si on rajoute En, on a donc E1, En, base orthonormale de vecteurs propres. Avec lambda 1, lambda n, valeur propre associée. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que c'est voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ce théorème. Toute matrice symétrique est diagonalisable. Les valeurs propres sont réelles et il existe une base orthonormale de vecteurs propres. Voilà, ça il faut retenir. Ça peut être cité sans démonstration. Matrice symétrique diagonalisable. Valeur propre réelle, base orthonormale de vecteurs propres. Voilà, on a fini l'algèbre. On a fini l'algèbre. Demain, on attaquera les probabilités, une grosse partie de probabilité. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, je vous dis au revoir et puis à demain. Au revoir.